Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans le journal de la CAN. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir notre confrère et doyen Pape Fall. Bonsoir Pape. Bonsoir Mme. Oui, et bonsoir à notre consultant de tous les jours, Tala. Bonsoir Tala. Bonsoir Madame Traoré, bonsoir mon grand frère Pape, parce que j'ai un grand frère qui s'appelle Pape Momar Fall. Eh bien, Voilà. c'est toujours le grand frère. Voilà, exactement. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, amis téléspectateurs, pour parler de cette CAN. Vous le savez, il y a 48 heures de pause, pas de match, c'est mercredi et jeudi. Les phases de poule se sont achevées hier, donc livrant ainsi les noms des dernières équipes qualifiées. Les groupes E et F ont joué hier. Dans le groupe E, le Mali vainqueur de l'Angola 1-0 termine premier, tandis que la Tunisie, même en concédant son troisième nul dans cette poule devant la Mauritanie, se qualifie. Dans le groupe F, le Cameroun, le Ghana et le Bénin ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Alors, certaines équipes sont passées par un trou de souris. Ce n'est pas le cas des équipes d'Afrique du Nord qui ont fait une forte impression, à l'exception des Aigles de Carthage. Le Maroc, l'Égypte et l'Algérie ont fait preuve d'une solidité sans faille. C'est ce que nous dit Chertidiane Diaw. L'Afrique a tenu son rang lors des matchs de poule de la CAN 2019. Les Pharaons, amenés par Mohamed Salah, à défaut d'être génial, se sont montrés efficaces. En 3 matchs joués, l'Égypte a marqué 5 buts sans en encaisser un seul. Avec une défense solide et une attaque amenée par le duo Salah-Trezeguet, les Pharaons peuvent rester sereins, même si à coup sûr devront rehausser leur niveau de jeu. L'Algérie, de son côté, aura sans doute été l'équipe ou l'une des formations les plus impressionnantes de ce premier tour. Le frère ennemi de l'Égypte a réussi à scorer à 6 reprises tout en réussissant à garder sa cage inviolée. En plus de ces stars qui répondent, les Fennecs font montre d'une agressivité et solidité sans faille. L'Algérie bénéficie également d'une profondeur de banc fournie, à l'image d'Adam Ounas et de Slimani buteur lors de la 3e journée, sans oublier Brahimi. L'autre nation de l'Afrique du Nord qui a brillé lors de ce premier tour de la CAN, c'est bien le Maroc. Les protégés d'Hervé Renard, à l'image de l'Égypte et de l'Algérie, ont su préserver leur cage inviolée. En attaque, ils ont marqué à 4 reprises et la probante victoire face aux éléphants de la Côte d'Ivoire et le niveau de jeu affiché en fond, une des équipes prétendantes au titre de champion d'Afrique. Merci Chertidiane Diaw. Alors, doyen Pape, un peu vos impressions sur ce premier tour, les équipes justement qui vous ont fait forte impression. On voit que les équipes maghrébines n'ont pas encaissé de but dans ce premier tour, mais au-delà de cet aspect, qu'est-ce qui vous aura marqué? Je pense que la tradition, d'une certaine manière, est respectée par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand elle se joue dans le Nord, généralement les équipes du Nord donnent l'impression qu'elles peuvent balayer tout sur leur passage. Et c'est pourquoi je dis que la tradition est d'une certaine manière respectée. Nous avons vu une équipe du Maroc très très solide, qui donne l'impression qu'aller jusqu'au bout ne pose pas problème. Je ne parlerai pas de l'Algérie que nous avons eu à rencontrer et qui également a fait forte impression, parce que je pense que sur le plan purement tactique, cette équipe peut donner beaucoup de leçons de football. Il y a également, et c'est normal, le pays hôte, l'Égypte, qui avec Mohamed Salah, qui n'est pas encore dans ses grands jours, il faut le dire, mais l'équipe d'Égypte nous donne l'impression également qu'elle est prête à gagner sa CAN. Mais tout cela est un peu amoindri peut-être par la performance de l'équipe de Tunisie. Je pense qu'avec trois matchs nuls et surtout des matchs qui ont été assez conséquents, l'équipe n'a pas encore cette fluidité, cette dynamique qui peut permettre de dire « Ah, ça c'est un bon challenger ». Alors que sous la houlette quand même d'Alain Giresse que l'on connaît, avec son expérience africaine et la profondeur de son banc, on s'attendait peut-être qu'à ce que la Tunisie survole peut-être son groupe. Ce n'est pas le cas, mais l'essentiel, c'est de s'être qualifié. Donc, je dirais que de ce côté-là, du côté maghrébien, c'est le plan 1. Par rapport à l'Afrique maintenant,
de l'Ouest par rapport à l'Afrique de l'Est. Nous avons vu un véritable rescapé. Il faut s'arrêter là-dessus rapidement pour parler de l'équipe du Congo qui vient de très très loin en marquant 3 points, mais en effaçant son goal average lors de la dernière rencontre. La RDC a montré qu'elle survit. Okay. Et quand une équipe survit, il faut faire attention. Bien sûr. Il faut faire attention. Donc, de manière générale, de manière globale, je dirais que les grands ont respecté leur rang dans cette compétition parce que tous sont presque quasiment là. Hein. Tout à fait. Alors, Talla, on a parlé donc de cette force maghrébine, on s'y attendait, elle a répondu présent, mais il y a également d'autres équipes peut-être qui vous ont plu de par leur jeu. On pense notamment aux Aigles du Mali aussi, le Mali qui a quand même terminé premier de sa poule et surtout qui a proposé un jeu alléchant assez chatoyant. Absolument, absolument, parce qu'on a vu quand même du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a des équipes qui sont en train d'émerger, qui sont en train de s'installer vraiment sur le continent africain et plus particulièrement le Mali. Moi, c'est le Mali qui m'a le plus impressionné parce que c'est des garçons qui ont grandi ensemble, qui ont joué ensemble dans les petites catégories. Et nous, on en sait quelque chose à Génération Foot parce qu'on a eu à les rencontrer, ces équipes de jeunes-là. Et tu sens qu'il y a aujourd'hui cette culture tactique. Et techniquement, quand on regarde bien en Afrique de l'Ouest, les jeunes sont très doués techniquement. Maintenant, la culture tactique, c'est ça qui nous faisait défaut. Parce qu'on a beau crier à chaque fois, par exemple, et c'est ça aujourd'hui la particularité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en face, à chaque fois, on disait que nous, quand on gagnait les équipes maghrébines, on avait l'agressivité qu'il fallait. Et aujourd'hui, ces équipes maghrébines allient l'agressivité et la technique et le sens tactique. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, maintenant qu'on les rencontre, on a d'énormes difficultés. Déjà, ils nous bouffent sur le plan physique, agressif dans le bon sens du terme. Et maintenant, sachant que souvent, on a eu des problèmes sur le plan technique, là, elles sont en train de prendre le dessus. Très bien. Donc, par rapport à ça, maintenant, il y a la Côte d'Ivoire qu'on attend parce qu'il y a vraiment une profondeur sur le banc. Et on s'attend un peu à cette Côte d'Ivoire à montrer... Absolument. Voilà. Je pense quand même que la Côte d'Ivoire va nous montrer quelque chose de beaucoup plus alléchant qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant. Très bien. Et si on peut parler aussi de la RDC, parce que la RDC, c'est vraiment la ressuscité vraiment de cette CAN, parce qu'elle vient de très, très, très loin. Et on peut se dire quand même que, bon, elle a été touchée dans son orgueil et là, vraiment, je pense quand même qu'ils vont rebondir. Et, attention aux rescapés, comme absolument, disait Papal. Absolument. Alors, on va découvrir, si vous le permettez, le 11 type désigné par la CAF, le 11 type du premier tour, avec comme gardien de but Mohamed El Chenaoui, l'Égyptien. Du côté des défenseurs, Ahmed El Mohammadi, également de l'Égypte, Yaya Banana du Cameroun, Ahmed Egazi, Égypte également, et Achref Hakimi du Maroc. Au niveau du milieu de terrain, vous avez Ismaël Benasser, donc, qui est de l'Algérie, Andriane Tanena, Madagascar, et Riyad Mahrez de l'Algérie. Attaquant, évidemment, Sadio Mané, Mohamed Salah, Jordan Ayew. On va dire que la CAF veut contenter tout le monde dans cette affaire. Pour le 11 type, on va encore plus affiner peut-être à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 type? Mais il y a mieux dans ce 11 type. Moi, j'aurais mis quand même, quoi qu'on puisse dire, au milieu de terrain, Pape Alioune Ndiaye. Quand même, jusqu'à présent, il a fait une bonne entame et il a été même le leader technique dans notre milieu de terrain. Il a donné beaucoup plus de satisfaction que ce qu'on pouvait espérer de lui. Très bien. Et je pense quand même qu'il aurait eu sa place dans cette équipe de 11. Pape, commentaire rapidement sur ce 11? Choix très très difficile. Choix très très difficile. J'aurais plus vu un Ismaël Sarr par sa percussion, peut-être que Sadio, qui pour le moment est en train de monter. Peut-être en puissance, mais ne nous a pas encore révélé véritablement son talent. Je suis d'accord avec lui. On ne peut pas mettre 11 Sénégalais quand même, mais je suis d'accord avec Talla qu'un Pape Alioune Ndiaye, que même beaucoup de Sénégalais découvrent à travers cette CAN, que beaucoup de Sénégalais découvrent que Pape Alioune Ndiaye aurait bien mérité sa place également. Voilà, donc le 11 type désigné par la CAF à l'issue du premier tour. On va découvrir dans la foulée les huitièmes de finale, les affiches qui se joueront à partir du vendredi et ce jusqu'à lundi. Voilà, vendredi donc vous aurez un Maroc-Bénin à 16h temps universel, à 19h Ouganda-Sénégal. Samedi à Alexandrie, il y aura un bouillon Nigeria-Cameroun, ce sera à 16h.
16h. Égypte, Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qui fait partie de ces équipes passées par le trou de souris, comme je disais. Dimanche 7 juillet, Madagascar contre République démocratique du Congo. Une chance pour les Léopards. Algérie, Guinée à 19h. Et enfin lundi, Mali-Côte d'Ivoire. Là également, c'est un derby. Et Ghana-Tunisie. Alors, messieurs, il est difficile de désigner des favoris par rapport à ces affiches. Mais qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Tala, un Nigeria-Cameroun par exemple, c'est une affiche forcément alléchante. Un grand d'Afrique va tomber. Absolument, absolument. Et ça, c'est deux mastodontes du continent qui se rencontrent. D'autant plus que même à la fin du match contre le Bénin, on a vu la réaction de Seedorf, qui n'était pas très content parce qu'il aurait souhaité ne pas rencontrer le Cameroun. Parce que c'est des compétiteurs, c'est des gens qu'on n'attend pas dans ce tournoi, mais qui à chaque fois seront toujours dans le dernier carré. Et donc pour lui, c'est une première en Afrique déjà. Je pense qu'il a beaucoup plus envie de laisser une bonne empreinte et rencontrer le Cameroun dès les huitièmes de finale. Vraiment, ce n'est pas une tasse de thé. Alors, Pape, Mali-Côte d'Ivoire, quand on voit la belle phase de poule réalisée par le Mali, qui risque de tomber là aussi sur un gros d'Afrique, et les Maliens, je pense, sont mis en danger, par les éléphants. Et la Côte d'Ivoire a souvent pris le dessus sur le Mali. Dans les différentes rencontres que nous avons connues, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de préparer l'historique des rencontres entre ces deux mastodontes de l'Afrique de l'Ouest. Mais je pense que tu as parlé tout à l'heure du vécu de l'équipe du Mali. C'est une belle génération qui arrive d'une certaine manière à maturité et qui a gagné en confiance en s'imposant lors du premier tour avec la manière. L'équipe de Côte d'Ivoire est en totale restructuration, en pleine reconstruction, avec peut-être quelques certitudes, c'est vrai, dans son jeu, mais on a vu que l'équipe de Côte d'Ivoire également est assez friable. En défense particulièrement. Et c'est peut-être là que peut se trouver la chance de l'équipe du Mali, qui sans complexe va jouer ce match. Parce que autant le palmarès de la Côte d'Ivoire est riche, autant à ce niveau des équipes de seniors, l'équipe du Mali a encore beaucoup à chercher, tout comme le Sénégal. C'est pourquoi je pense que c'est sans aucune pression que le Mali va jouer cette rencontre-là. Attention donc à ce que l'on peut trouver. Une très belle affiche. Quand on regarde aussi par rapport aux équipes maghrébines, on peut dire qu'elles sont relativement bien tombées. Le Maroc forcément favori devant le Bénin. Et surtout par rapport au Maroc, si on peut se référer au match de préparation, le Maroc a perdu ses 2 matchs de préparation d'emblée. Contre la Zambie. Voilà, et même Hervé Renard qui est en fin de contrat, qui ne va pas être renouvelé de toute façon, on ne s'attendait pas à une prestation des Marocains. Donc aussi appliquée, aussi sérieuse dans ce qu'ils font. Et aujourd'hui, au final, on peut s'attendre à... Mais c'est une équipe pétrie de talent. Absolument, absolument. De valeur. Et puis quand on voit des garçons comme Belanda, c'est des garçons expérimentés qui sont arrivés maintenant à maturité, qui gèrent un match et qui savent comment gérer les temps faibles de l'équipe. Et donc on n'est pas déçu, on regarde la qualité de cette équipe-là, on se dit quand même, il y a eu du travail qui a été fait quand même par Hervé Renard. Parce que depuis un certain temps, les Marocains commençaient vraiment à douter de leur équipe. Et lui, il a su au moins redonner confiance à tous ces Marocains. Quand on regarde également l'opposition entre l'Algérie et la Guinée, on peut se dire que pourquoi pas créer une surprise du côté guinéen. La Guinée assez poussive dans ses phases de poule, qui perd contre le Nigeria, qui fait un match nul contre Madagascar et qui ne gagne que son dernier match. Mais voilà, la Guinée aussi a des choses à dire, peut-être face au Fennec, non? On a reproché au Sénégal son mental. Du côté de la Guinée également, c'est peut-être le même problème qui se pose d'une certaine manière. Maintenant, face à une équipe très attendue comme l'Algérie, vous savez, le conditionnement d'une équipe passe par de très petites choses. Quand le talent, les certitudes sont en face de vous, et que j'ai entendu Antonio Suarez, le patron de l'équipe de la fédération sénégalaise, de la fédération guinéenne, galvaniser son groupe en leur disant « vous pouvez gagner la coupe, vous pouvez aller jusqu'en finale ». Ça peut compter également.
même si c'est une équipe qui va perdre Naby Keïta. Exactement. Ça, Et Naby Keïta, c'est le maître à jouer de la Guinée. Mais cela peut également être une très belle impulsion pour que le groupe se dise, mais prenons-nous en charge maintenant pour faire le résultat, pour donner la coupe à Naby, pour donner la coupe à notre peuple. Ça peut être un match extrêmement intéressant. Gros challenge pour le Sidi de Guinée. Et puis il y a un match également où il est difficile de parier entre la Tunisie, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a du mal à trouver sa dynamique depuis le début de cette compétition. Et d'ailleurs, le préparateur mental qui faisait partie du staff de Giresse a été limogé, donc remercié en cours de compétition par la fédération tunisienne, qui n'est pas satisfaite du travail effectué. Et donc, la Tunisie va rencontrer le Ghana. Là, ça va être quand même un match où il est difficile de donner un favori. Ce sont deux équipes qui se cherchent encore. Peut-être le Ghana a plus de certitude après s'être imposé contre la Guinée-Bissau 2-0, mais c'est un match très ouvert. Très ouvert, tout à fait. D'autant plus que jusqu'à présent, ce qu'on a vu pour le Ghana, je pense que ce n'est pas trop reluisant. Comme, non, la Tunisie encore moins. Encore moins, parce que là, on a vu la Tunisie devant pour son dernier match contre, je pense, la Mauritanie. Donc vraiment, sur ce match-là, la Mauritanie peut nourrir des regrets. Parce que très honnêtement, on a vu une équipe tunisienne très poussive. Vraiment à la limite, quoi. Et pour moi, c'est une équipe peut-être qui peut se réveiller. Parce qu'on ne sait jamais, sur un match, par exemple, on peut tout tenter et réussir son coup. Mais si on regarde la valeur intrinsèque de cette équipe-là, franchement, elle ne fait pas rêver. Donc, elle paraît pour moi l'équipe la plus faible parmi les prétendants. Très bien. Voilà. Et vraiment, il y a de la place pour pouvoir se qualifier. Quand même. Comme je le disais, du vendredi au lundi, on va se régaler donc, avec des affiches qui en valent le coup. Donc 16h-19h à chaque fois pour les matchs temps universel. Et à présent, on va parler bien sûr de notre équipe nationale, les Lions qui se sont entraînés cet après-midi. 15 minutes donc ouvertes à la presse, comme de coutume. Et bien sûr, Abdourahmane Fedior a fait le point sur l'état des joueurs. L'infirmerie s'est désemplie et tout le monde s'est entraîné. Tout le monde est fin prêt pour le match contre l'Ouganda. Nous écoutons le médecin de l'équipe nationale du Sénégal au micro de nos envoyés spéciaux. À ce stade de la compétition, comme vous savez, il y a eu des blessures. Mais alhamdoulilah, présentement, on a pu récupérer pratiquement tous les joueurs. Comme vous le voyez, pratiquement tous, ils sont au lieu de l'entraînement. Je ne peux pas vous dire que ces blessures ne concernent que l'équipe du Sénégal. Comme vous voyez, le climat qu'il fait au Caire est assez rude. Il fait en moyenne 35 degrés durant les périodes de compétition, durant les matchs. Et comme vous savez, tous ces jours-là. Voilà, Abdourahmane Fedior, médecin de l'équipe nationale. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de la compétition. En dehors d'Edouard Mendy, qui a déclaré forfait, qui est reparti en France, tout le monde est d'attaque. Donc Salif Sané, Youssouf Sabali, Alfred Ndiaye. Donc tout le monde s'est entraîné aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un point en moins. Déjà, une parenthèse pour Edouard. Donc je sais que quand on regarde la presse d'aujourd'hui, on a vu que Kobali a signé à Reims. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Edouard devrait pouvoir quitter. En principe, c'est ça qui était prévu. Bon, il y a des négociations en cours. Voilà, donc franchement, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et donc, on souhaite aussi une bonne carrière et une belle carrière à Kobali, qui vient de signer son premier contrat pro dans une équipe quand même où Edouard a eu à faire ses preuves. Donc si maintenant on fait confiance aux gardiens sénégalais, c'est pour dire que maintenant on regorge de qualité dans ce domaine-là et à ce poste-là. Et maintenant pour la suite de l'événement, j'espère que maintenant l'entraîneur va pouvoir disposer de tout son effectif et qu'il pourra en jouir comme il se doit. Parce que là, on va vers vraiment des matchs assez compliqués. Et sur ce match qui va arriver, donc je pense que là, il va falloir faire preuve quand même de solidarité par rapport au groupe, parce qu'actuellement, le groupe a été un peu déstabilisé par les blessures à gauche, à droite. Il y a des garçons qui reviennent. Maintenant, aujourd'hui,
il a la possibilité vraiment d'utiliser tous ses joueurs comme il se doit et vraiment de disposer de tout l'effectif dont il avait besoin. Voilà, bien sûr, on souhaite un prompt rétablissement à Edouard Mendy, dont c'était la première grande compétition internationale. Alors, les blessés sont de retour, mais forcément, ils ne seront pas au même rythme que ceux qui ont compéti depuis le début. Ça aussi, c'est un aspect à gérer, Pape. C'est un aspect à gérer, mais je releverai surtout la fameuse phrase de Claude Leroy qui disait il y a quelques années, je crois que c'était du temps de Amara Traoré, que trop de richesse peut tuer la richesse. Nous avons un potentiel extraordinaire dans cette équipe. Nous avons énormément de valeur. Et la succession des rencontres lors de ce premier tour nous révèle que le choix peut être extrêmement difficile. Maintenant, peut-être jouer sur la forme des uns et des autres. Mais là également, il faudra être très sensible aux différentes valeurs qui sont en place. Vous savez, quelqu'un qui fait un très bon match, vous le sortez parce qu'il était blessé. Celui qui le remplace arrive à le même niveau de performance que lui. Comment gérer cela? C'est cela la difficulté pour l'entraîneur de manière générale. Donc vendredi, quelle équipe va être mise en place? Ça va être un gros casse-tête pour Aliou Cissé. Pour l'ensemble des Sénégalais de manière générale, ils vont vous dire, mais Aliou Cissé a fait un match extraordinaire. D'autres vous diront que Kouyaté également a tenu son rang dans la défense sénégalaise, tout comme Gassama. Et le travail qui va se faire également au milieu de terrain, entre un Crépin, est-ce qu'on va le reconduire? Papa Lundia, je pense qu'il est devenu indéboulonnable dans cette équipe. Absolument. Maintenant, c'est pourquoi ces différentes variables, les gérer ça va être un choix. Voilà le terme. Ça va être vraiment un choix cornélien. Alors, on va parler de l'Ouganda, donc quand même, parce que c'est une équipe qui en sera à sa deuxième CAN consécutive, une équipe qui a beaucoup séduit donc, durant le premier tour avec son jeu léché. Cette rencontre doit être prise très au sérieux par les Lions. Selon les observateurs présents en Égypte, évidemment, l'équipe nationale devra sortir de solides arguments pour venir à bout de cette équipe ougandaise. Reportage de Momodou Ndiaye, Ahmed Nyon et Mor Harma. Aliou Cissé attend de pied ferme cette équipe ougandaise. Pour sa deuxième CAN consécutive, les Ougandais ne cessent de montrer des bonnes choses depuis le début du tournoi. Une équipe très costaud, selon le sélectionneur. Là, c'est élimination directe. Donc, nous savons que c'est une équipe très costaud, l'équipe ougandaise. Je crois que sur ces dernières années, c'est l'équipe qui a moins perdu déjà à domicile. Donc, nous, on les avait joués un match amical avant la Coupe du Monde ou avant de partir à la CAN 2017. On avait fait 0-0 et tout le monde nous disait que c'était une petite équipe, que c'était pas normal qu'on gagne cette équipe ougandaise. Et j'avais dit à l'époque, attention, parce que cette équipe-là, elle est en train de progresser. C'est vrai, pour moi, j'ai envie de dire que cette équipe a gardé vraiment sa culture africaine, son identité africaine. Ils jouent vraiment comme de vrais Africains. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter. 3 matchs joués, 2 matchs nuls, 1 victoire pour le Sénégal. Tel est le bilan des confrontations entre les deux équipes. C'est dire combien de fois ce match ne sera pas facile pour les Lions, selon les observateurs. Elle a beaucoup progressé. Et Aliou Cissé l'a très bien compris. C'est une équipe athlétique, à l'instar des équipes de l'Est, de cette corne de l'Afrique, qui ont physiquement qui tiennent beaucoup, avec beaucoup de rigueur. Encore une fois, même face à l'Égypte. L'Égypte a certainement gagné 2-0, mais en termes de domination, paradoxalement, pour beaucoup d'observateurs, étaient surpris de voir cette équipe ougandaise dominer littéralement l'Égypte. L'Ouganda, il n'était pas attendu. L'Ouganda a surpris dès son premier match en battant la RDC, qui n'est pas une équipe à présenter en Coupe d'Afrique. Et je pense que de là, battre d'abord la RDC, l'Ouganda avait déjà montré sa figure, notamment montrant qu'ils n'étaient pas venus pour jouer les derniers rôles en Coupe d'Afrique. Écoute, c'est une équipe batailleuse qui semble avoir un bon mental. Je l'ai vu jouer contre l'Égypte et pour moi c'est le match de référence. Hein. C'est un match qu'ils ont perdu, c'est vrai, mais c'est un match dans lequel ils ont proposé beaucoup de choses, notamment sur le plan du comportement.
Je pense que c'est une équipe qui va jouer sans complexe. Ils ont un bon milieu de terrain, des gens qui sont durs sur l'homme, qui sont agressifs. Je pense que c'est une équipe. Il faudra se méfier de cette équipe ougandaise. Même si les Lions a une bonne marge de progression durant les premiers tours, avec un seul but encaissé en 3 rencontres, les hommes de Cissé doivent rester concentrés jusqu'au bout. Il faut savoir que ce match ne se joue pas sur les intentions, mais se jouera sur la volonté. À ce moment-là, c'est au Sénégal d'opposer au Kenya, à l'Ouganda une volonté supérieure, une envie supérieure et d'essayer de déjouer ses plans. Concentrer et plier le match dès la première période, se mettre à l'abri pour aller en quart de finale. Sénégal-Ouganda ce vendredi en 8e de finale de la CAN 2019 au stade de Caire. Gagné pour confirmer son statut de favori. Avant de faire intervenir bien sûr mes invités, je vous propose également un sujet que nous propose cher Sadibou Diarra sur l'historique des oppositions entre l'Ouganda et le Sénégal. Un trouble fait sur le chemin des Lions en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'Ouganda, la bonne surprise du premier tour. Pour leur 7e participation dont les 2 dernières de suite, The Crans, les grues en français, brillent et séduisent de par leur puissance et un jour tournés vers l'attaque. Sous la coupe de leur sélectionneur français Sébastien de Sabre, les Ougandais terminent 2e de leur groupe, passent le premier tour pour la première fois depuis leur place de finaliste de CAN en 1978. En 3 matchs, ils ont remporté une victoire, fait match nul et perdu une fois, poussant toujours leurs adversaires dans leur dernier retranchement. Cependant, les grues montrent une certaine inefficacité, de la fébrilité défensive, avec 3 buts marqués et autant encaissés. Sa CAN déjà réussi avec la qualification au 2e tour, l'Ouganda n'a rien à perdre en 8e de finale face au Sénégal et va crânement défendre ses chances. Avant leur confrontation de ce vendredi, les 2 sélections se sont déjà rencontrées 3 fois, dont 2 en match officiel. Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, les Lions avaient obtenu un nul, un but partout en Ouganda, avant de s'imposer 1-0 à domicile. Ouganda et Sénégalais s'étaient encore rencontrés en match amical, soldé par un nul blanc en 2017. Un historique des rencontres qui sourit au Sénégal. Merci cher Sadibou Diarra. Après avoir entendu les observateurs au Caire, l'historique présenté par notre confrère, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur cette équipe ougandaise? Ce sera un match difficile qu'il faudra négocier. Vous savez, c'est un match couperé. Et les matchs couperés, on dit ça se gagne. Il n'y a rien d'autre à faire, tout simplement. Vous prenez la mesure de l'adversaire et vous essayez de faire la différence. Et je pense que peut-être que le Sénégal, d'ailleurs, n'a pas l'habitude de le faire. Le danger, ce serait de laisser cette équipe prendre le jeu à son compte. Vous dominer, s'installer et prendre l'ascendant sur vous. Et la clé du match pourrait se trouver à ce niveau-là. Il ne faut pas que l'on accepte de subir cette rencontre-là. Et je pense qu'Aliou Cissé, dans sa philosophie de base, a cette habitude d'aller vers l'adversaire, de l'affronter. Et si nous allons dans cette dimension-là, je pense que la clé du match se trouvera dans le gnac, comme on dit. Ouais, mais est-ce que ce ne serait pas un piège aussi de vouloir plier le match au bout de la première période? Parce qu'on sait que dans la physionomie d'une rencontre, il peut se passer, il y a beaucoup de schémas. Et on sait qu'aussi sur le long terme, il faut avoir les ressources pour aller faire la différence, même si c'est dans le dernier quart d'heure. Il faut être aussi patient, non? Absolument. Je dirais que je n'ai pas dit plier le match. Hein. D'accord. Non, mais absolument. Je rebondis un peu je sur pense votre que réflexion. c'est une bonne analyse. Mais moi, la remarque que je vais faire par rapport à cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui joue bien les balles arrêtées. Et nous, souvent, on a tendance à laisser les joueurs prendre le dessus sur ça. Parce que depuis un certain temps, on encaisse des buts sur des balles arrêtées, alors qu'on devrait être en homme à homme dans cette fusard de réparation-là. Et si on regarde bien l'équipe ougandaise, elle a marqué des buts sur pas mal de balles arrêtées. Ouais, et donc, lors du premier match contre la RDC. Donc, ils ont un attaquant quand même qui est assez mobile, qui va au contact et qui va mettre le pied, qui va les pousser à la faute. Et donc, à nous aussi d'être agressifs, parce que c'est ça qu'il faut sur ce match-là. Même si sur le plan offensif, on est très bien lotis, on a tout ce qu'il faut quand même pour pouvoir faire la différence, mais à nos individualités aussi de s'imposer sur ce match-là, de montrer quand même qu'ils ont envie, de ne pas être dans la réaction.
plutôt d'être dans l'action. Alors, Tal, le style de jeu ougandais ne vous rappelle-t-il pas un peu, n'est-il pas similaire à celui des Sud-Africains? Moi, je me souviens, lors du dernier match de qualification à Polokwane contre l'Afrique du Sud, c'est vrai que le Sénégal avait réussi à marquer sur 2 contres, pratiquement 2 actions rapides, mais le Sénégal avait souffert dans le jeu. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une situation similaire par rapport à ça? Tu as parlé tout à l'heure de la mobilité de l'attaquant ougandais, mais c'est une équipe qui bouge. C'est une équipe qui aime le jeu. C'est une équipe qui est également agressive. Et il faudra trouver des clés. Et ce ne sont pas des clés qui vont s'improviser. Il faudra que le Sénégal soit à niveau, véritablement à niveau, pour pouvoir non pas les contenir, mais même les déstabiliser. Non, l'imposer, par exemple. Parce que là, par exemple, dans la zone de progression, comme on dit, c'est là où il faut chercher le déséquilibre. Mais il faut aussi trouver de la mobilité chez nos joueurs. Parce que parfois, en mouvement, tout le temps, en mobilité. Et malheureusement, quand nous prenons le jeu à notre compte, nous avons ce problème de mobilité. L'équipe ne bouge pas suffisamment. Il faudra au porteur du ballon d'avoir plusieurs choix. Mais les zones de transition, il faut les gérer très rapidement et surtout régler la question de l'espace. Et la question de l'espace, c'est la mobilité. Merci, Doyen Pape. Alors, on va terminer sur cet élément, puisque le ministre des Sports a rencontré une forte délégation d'envoyés spéciaux présents au Caire. Le ministre Matarba qui s'est exprimé au sortir de cette rencontre avec les journalistes au micro de nos envoyés spéciaux. À l'occasion d'une Coupe d'Afrique pareille, qu'on ait la présence de 73 journalistes. J'ai envie de vous applaudir parce que ce n'est pas en dormant qu'on peut mettre en marche cette grosse machine. Parce que c'est une machine lourde à manœuvrer, pouvoir déplacer autant de monde, mais aussi les mettre dans d'excellentes conditions de travail. En 2014, je vous avais dit que la presse sportive, en même temps que les supporters du Sénégal, vous êtes des compatriotes qui n'ont pas peur du danger pour servir leur pays. Parce qu'il n'est pas simple de quitter son pays aussi et de faire correctement son travail dans un stade où toutes les normes sécuritaires peut-être ne sont pas garanties, mais vous le faites quand même pour que le peuple sénégalais ne manque aucune information. Voilà, merci au ministre Matarba et courage bien sûr aux 73 envoyés spéciaux, aux confrères qui relaient l'information et de très belle manière. Doyen Pape, on va finir quand même ce journal. On arrive à la fin de ce magazine. Peut-être en dernier mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est bien sûr focus sur Sénégal-Ouganda, j'imagine. Oui, focus sur Sénégal-Ouganda, mais également sur l'incident qu'il y a eu au Caire, l'affaire Kalidou Koulibaly, comme on le dit de manière générale. Heureusement que ça fait pchit d'une certaine manière, parce que le président de la Fédération, Augustin Senghor, a fait une sortie pour présenter ses excuses à la presse de manière générale. La relation entre les journalistes et les joueurs, nous avons vécu 2002. Moi, j'avais fait la Coupe du Monde de 2002, et de manière générale, j'ai fait beaucoup de rencontres avec, j'ai couvert beaucoup de rencontres avec l'équipe nationale du Sénégal. Il nous faut de la sérénité. Parce que nous sommes indivisibles, comme cette nation l'est. Il faut que la relation entre l'équipe, les joueurs, les dirigeants et tout le monde, et il faut que cette relation soit fluide. Il peut y avoir des erreurs, comme on dit, mais ces erreurs, savoir les dépasser pour aller à l'essentiel. Parce que nous sommes tous là-bas pour le même objectif. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez envie de commenter. D'ailleurs, je vais demander à mon réalisateur, on terminera sur cet élément, mais voilà, c'est... Mais juste pour dire que l'émotion est nègre, comme disait Seron, et la raison est hélène. Il faudrait que ces garçons-là sachent quand même que les journalistes qui sont là-bas, ils font leur job. Ils ne sont pas là pour les caresser dans le sens du poil. S'ils font ce qu'ils ont à faire, nous gagner, nous rapporter un titre ici, franchement, c'est ce qu'on attendait. Mais ce n'est pas parce qu'on a écrit dans la presse, on a raconté des choses, mais c'est normal, ils font leur boulot. Maintenant, à eux aussi, de nous faire plaisir sur le terrain. C'est là où on les attend. Ce n'est pas dans les salles de conférence de presse ou répondre sur tel ou tel article qui est paru dans la presse. Ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui. On a donné 3 milliards de budget, l'argent du contribuable sénégalais. S'il y a 73 journalistes qui sont là-bas, ils doivent nous faire au moins un feedback, qu'ils nous racontent ce qui se passe là-bas et de manière objective. Et c'est tout ce qu'on demande. Voilà.
Alors, je vous propose donc de terminer sur cet extrait de Ablaye Thiam, président de la NPS, qui est revenu sur cet incident, mais aussi les excuses présentées par le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Donc, tout est rentré dans l'ordre entre Kalidou Koulibaly et une partie de la presse, puisqu'il y a eu des mots mal placés. Nous écoutons cet extrait et on vous donne rendez-vous certainement vendredi. Excellente soirée. Merci à Pape Samba et toute son équipe à la réalisation. Kalidou, il a dit les mots qu'il a dit, mais qui ne correspondent pas à la vérité. C'est aussi un garçon très sérieux, qu'on connaît très bien, un garçon travailleur, mais il ne faudrait pas qu'il perde de vue qu'il n'est pas plus patriote que les journalistes. Je suis vraiment désolé de lui dire. Il y a aujourd'hui beaucoup de journalistes qui ont fait énormément de choses pour ce pays-là. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Notre dénominateur commun s'appelle le Sénégal. Il ne faudrait pas que le Sénégal devienne l'ennemi du Sénégal. Il ne faudrait pas généraliser. On doit les apprendre les médias techniques, on doit les apprendre comment communiquer. Il ne faudrait pas qu'un seul joueur fasse une erreur, que les journalistes mettent tous les joueurs dans le même sac. Il ne faudrait pas non plus qu'un journaliste fasse une erreur, parce qu'à leur avis, que le journaliste n'a pas dit la vérité, mais qu'il ne peut pas lui se permettre de mettre tous les journalistes dans le même sac. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas correct, ce n'est pas digne, surtout venant d'une personnalité comme Kalidou Koulibaly. Mais c'est un être humain. On peut se tromper, de bonne foi, ça arrive. Il faudrait aussi que les Sénégalais apprennent à être tolérants. Moi, c'est ça que j'appelle. Il faut qu'on passe l'éponge. Senghor, en tant que dirigeant, digne de son nom, une fierté de tout le pays, quelqu'un qui est très bien éduqué, est venu s'adresser à une partie des journalistes qui étaient là-bas, hier, au stade. Il les a très bien parlé et ça a contribué à apaiser les tensions.